7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Alors on vous retrouve Xavier Aimant, écrivain, rédacteur en chef de Livre Arbitre et chroniqueur pour la revue Éléments. Et donc on débute cette vidéo par une petite annonce. Oui, je voulais profiter de ma présence ici pour signaler la sortie du nouveau numéro de la revue Éléments, donc le numéro 208 qui est actuellement en kiosque. Un numéro riche, comme toujours, avec la revue Éléments, qui met en une la question sensible, s'il en est, du conflit russo-ukrainien, avec cette question mourir pour Kiev, pour l'interrogation, où va nous mener Emmanuel Macron et ses déclarations bellicistes, donc une question tout à fait centrale. Mais évidemment, la revue propose de nombreuses chroniques, un deuxième dossier sur la problématique de la sécession, les nouvelles guerres de sécession, et toutes les chroniques habituelles culturelles, cinéma, sorties littéraires, etc., etc. Donc j'invite évidemment les auditeurs de Radio Courtoisie à se ruer sur les kiosques pour découvrir le nouveau numéro de la revue Éléments. On les encourage à le faire aussi. Merci beaucoup Xavier Aimant et tout de suite place à votre vidéo. Il y a une place pour nos idées. Vue de haut. Et tu as pensé à l'intelligence artificielle ? Quoi, l'IA ? Les générateurs d'images ? Mais des conneries, mon vieux. Il y a des trucs bluffants tout de même. Des conneries, je te dis, de la poudre aux yeux à destination des gogos. Comment veux-tu qu'un processeur, une machine sans cervelle remplace mon Olivier ? Et oui, comment, chers auditeurs, comment une machine pourrait-elle remplacer un graphiste de talent, quoique un peu paresseux ? Eh bien, c'est ce que Alexis Le Gaillet, l'auteur de ces quelques lignes que je viens de vous lire, répond dans son ouvrage « Les obsolètes ». Il dépeint à travers différentes scénettes ce à quoi ressemblera notre monde une fois l'avènement de l'intelligence artificielle achevé. Et d'ailleurs, peut-être ces lignes sont-elles déjà plus une description qu'une anticipation ? C'est ce que nous allons tenter de démêler avec Alexis Le Gaillet. Bonjour et merci d'être parmi nous. Bonjour. Et puis donc comme vous l'avez entendu, nous sommes également accompagnés de Xavier Aimant. Merci d'être parmi nous également. J'ai même pas commencé par là quand je vous ai donné la parole tout à l'heure. Alors, je me tourne vers vous, Alexis Le Gaillet, pour commencer. Dans les premiers chapitres, vous racontez la mésaventure d'Olivier, ce graphiste paresseux qui, faute de rigueur, contraint son éditeur, ou du moins l'incite à se tourner vers l'intelligence artificielle. Peut-on pour autant en déduire qu'à condition de travail, d'acharnement et de ponctualité, l'humain ne se laissera pas distancer par la machine, parce qu'on aurait malheureusement tendance à penser que, rapide ou non, un graphiste le sera toujours moins qu'une machine qui travaille en quelques minutes à peine. Oui, en effet. On peut en effet être étonné par le caractère incroyablement, disons, créateur, c'est le terme problématique, de ces générateurs d'images pour les images, de ces générateurs de textes pour les textes, qui, quand c'est arrivé, et ça arrive de plus en plus, il y a des générations qui s'améliorent très 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 rapidement. Et je pense que si j'étais graphiste ou si j'étais dessinateur, je serais désespéré par cet avènement-là. D'ailleurs, quand on va sur les réseaux sociaux, on voit la haine qui déferle contre ces images-là de la part des dessinateurs. Et j'ai tendance à y voir un sentiment justement d'obsolescence, une anticipation au moins d'obsolescence, même si ils passent aussi leur temps à dire oui, là il y a tel défaut, moi je ferais mieux, etc. Mais tous les défauts, ou la plupart des défauts, on peut y remédier assez facilement. Oui. Alors les dessinateurs ne seront pas les seuls touchés, et dans votre livre, on a tout un tas de corps de métiers qui sont justement touchés par cet avènement de l'intelligence artificielle et plus largement même de la technologie. Est-ce que certains métiers pourront y échapper ? Et c'est une véritable question. C'est pas certain. C'est pas certain. Les conducteurs de train, c'est en cours. Une grande partie du métier d'édition, c'est en cours. On peut même imaginer la disparition, je le fais dans le livre un peu plus tard, de l'édition elle-même, via une génération automatique avec des logiciels particuliers. Il faudrait chercher, les avocats, ils commencent à utiliser l'intelligence artificielle. Il faudrait voir ça. Je suis pas certain, même les professeurs, un des avantages possibles, à venir potentiel de l'intelligence artificielle, c'est de rendre possible une relation individuée à l'élève. C'est ce qui manque en général, l'individuation. Quand on a 35 élèves, c'est pas possible. On peut imaginer, sans trop de difficultés, une intelligence artificielle qui serait capable de repérer très exactement les défauts, les
failles et d'y remédier avec en plus quelque chose de ludique, chose qu'on a nous, en tout cas les anciens, un peu de mal à faire. Voilà. Vous êtes vous-même enseignant et j'aurais peut-être dû commencer par là. Pourquoi est-ce que vous avez voulu écrire cet ouvrage? Est-ce que c'est parce que justement vous aviez conscience d'être vous-même menacé par ce genre de technologie? Alors pas encore menacé, mais par contre l'intelligence artificielle, on en a des effets immédiats avec les copies d'élèves. Très très rapidement, dès que ChatGPT est arrivé, on a eu des copies parfaites qui sont arrivées et dont le caractère frauduleux était pas décelable, en tout cas de la même manière qu'auparavant. Auparavant, c'était assez facile, il suffisait d'aller sur Internet et de repérer l'endroit qui avait été copié. Il y a une deuxième étape qui a consisté à payer des individus pour faire les dissertations. Donc là, on ne pouvait pas repérer, mais de toute façon, la qualité de la langue n'était pas celle d'un élève de terminale. Et là, aujourd'hui, les générateurs de texte font qu'on a quelque chose, disons, d'irrepérable. Même si ChatGPT permet de repérer, si on pose la question à ChatGPT, on lui met un texte créé théoriquement par un élève, on lui dit « Est-ce que c'est toi, ChatGPT, qui a fait ça ?» Il donne un certain pourcentage de probabilité. Voilà. Bon, à vrai dire, on n'a pas besoin de ça. On sait très bien que la langue, c'est pas une langue d'élève et que surtout, il n'y a pas de faute d'orthographe, vous voyez. Hein, c'est ça. Alors, un élève intelligent peut peut-être simplifier la langue, mettre beaucoup de fautes d'orthographe pour essayer de nous duper. Voilà. Une possibilité, en tout cas, de ruser. Je dis ça pour les jeunes auditeurs, mais ils le savent. Enfin, il y a d'autres techniques, je pourrais les donner aussi. Hein. Voilà. On va pas leur donner trop les clés de... Allez-y, Xavier Aimant. Non, justement, il y a une scène très drôle dans le livre qui se passe dans un collège où les professeurs discutent entre eux de la façon dont ils peuvent repérer les copies frauduleuses créées par ChatGPT. Et l'un des professeurs, qui est plutôt un ancien, dit « Ah ben moi j'ai une méthode très simple, dès que c'est intelligent, je mets 0. Parce que je sais que l'élève a triché. » Est-ce qu'on n'en est quand même pas tout à fait là? Vous n'appliquez pas cette méthode? Non. Enfin... Un peu aussi quand même, parce qu'on connaît les élèves, on sait à peu près ce qu'ils sont capables de faire, pour autant qu'ils fraudent pas, parce qu'ils fraudent sous la table, y compris en exercice, et on n'arrive pas à repérer ces fraudes-là. On peut même être parfois sur le dos d'un élève, on s'aperçoit qu'il a triché, on ne sait pas comment. Mais quand même, malgré tout, une technique bien développée et une performance, alors dans un domaine extrêmement limité, mais enfin, il y a quand même des performances particulières. Non, on a encore parfois, et tout dépend où on est et où on enseigne, d'excellents élèves vis-à-vis desquels cette question ne se pose pas. Mais vis-à-vis de beaucoup d'élèves, oui, c'est impossible, c'est un peu comme si Mozart, excusez-moi, c'est le contraire, comme si un individu incompétent se mettait sur un piano et se mettait à faire du Mozart. On sait immédiatement que cette intelligence-là, ils en sont pas capables. On a tendance à penser que ce qui nous sauvera de l'intelligence artificielle, ce sont nos émotions, une sorte de sensibilité dont la machine est dépourvue. Pourtant, on en parlait, les métiers artistiques, ou même vous, en tant que professeur, donc vous êtes parmi ceux qui font le plus appel à ces qualités. Et vous êtes d'ores et déjà menacés, ou en tout cas confrontés à l'intelligence artificielle. Récemment, je voyais une vidéo sur les voix de doublure de films qui pourraient être reproduites par ordinateur, si bien que nous ne pourrions presque plus y sentir l'amour ou la peur qui aurait mis un être humain. Qu'est-ce que ça révèle de notre société? Est-ce que nous sommes de moins en moins sensibles à l'émotion, au sentiment? Et est-ce que l'avènement de l'intelligence artificielle, c'est pas avant tout le triomphe de la productivité sur notre humanité? Alors, c'est peut-être ça au niveau du code, de la logique de fond, mais ça ne fonctionne précisément que parce que ces émotions profondes, l'intelligence artificielle est capable de les mimer. On peut mimer des expressions de visage, une voix qui pleure, on peut mimer on peut engendrer des musiques qui nous tordent le cœur. Donc ça présuppose de l'autre côté un vivant capable de s'émouvoir. Mais les productions, précisément, c'est ça qui nous étonne aujourd'hui. C'est qu'on a affaire à des productions qui, véritablement, dont on peut dire qu'elles sont belles, qu'elles nous touchent. Vous voyez, c'est ça qui est, disons, extrêmement troublant. Vous ressentez une certaine forme de culpabilité à être ému par ce qu'aurait pu produire une machine? Alors, j'ai pas pensé les choses ainsi. Une culpabilité, être ému par ce que fait une machine. Je ressens pas cette culpabilité, mais c'est peut-être un défaut de ma part. Il va peut-être falloir que je réfléchisse sur ma propre consommation. Alors, ceci dit, la difficulté quand même, c'est que on sait pas si c'est des machines ou pas, très souvent. Ouais. Et là, il y en a qui se font avoir. Je crois qu'il y a une intelligence artificielle qui a gagné, il n'y a pas très longtemps, aux États-Unis, un concours de photos, un concours de dessin, donc sans dire que c'était précisément des intelligences artificielles. Ouais. Et donc là, vous voyez, c'est le trouble. En fait, on est très troublé face à ça. Les repères éclatent. Xavier Aimant. Oui, et dans votre livre, d'ailleurs, vous parlez de l'intelligence artificielle qui se substitue donc à un certain nombre de professions, d'abord de façon cachée,
puisque l'éditeur ne dit pas que son livre a été créé par une intelligence artificielle, puis de façon totalement assumée. Et il crée un personnage totalement artificiel, d'auteur, qui revendique son statut d'intelligence artificielle. Alors ce personnage est assez critiqué, notamment par des philosophes, etc. Mais ça devient une entité quasiment réelle, puisqu'elle est invitée à la télévision, et ce genre de personnage existe déjà, ce personnage fictif. Et ce qui est intéressant, c'est que ça devient une nouvelle minorité, et une nouvelle minorité à défendre. Et les gens qui s'opposent à cette nouvelle minorité d'intelligence artificielle sont qualifiés d'intelligence artificiellophobes. Donc c'est une nouvelle phobie. Donc est-ce que les gens qui s'opposent à l'intelligence artificielle sont des phobiques? Est-ce que ce sont des obscurantistes? Eh ben, c'est toute la question, ça. C'est toute la question. Un des enjeux de cette affaire-là, c'est de savoir, enfin de cette affaire pour l'avenir, c'est de savoir si les intelligences artificielles ne sont rien d'autre que des machines sans âme et sans conscience, ou bien si, comme disent certains, alors il y a beaucoup de sceptiques vis-à-vis de cette question-là, si quelque chose comme une conscience pourrait advenir, de telle façon que derrière les productions, il y ait une âme qui sent, qui pleure, etc. L'hypothèse du livre, c'est que c'est pas le cas. Mon sentiment personnel, c'est que ça sera jamais le cas. Mais on donnera toutes les apparences pour qu'il en soit ainsi. C'est-à-dire, on donnera, peu importe qu'il y ait une conscience derrière les productions, si jamais il y a toutes les apparences d'une conscience. Et au fond, c'est ça le stratagème de l'éditeur. Il a été, disons, on a repéré le caractère artificiel de la création qu'il propose au public, et le public se sent complètement arnaqué. Je dis, mais c'est pas possible, c'est une machine qui a fait ça. En plus, le personnage qu'il a dû inventer, parce qu'on lui demandait des photos, c'est un personnage généré par intelligence artificielle. En plus, c'est une femme racisée qui habite dans l'Atlas. Alors là, c'est vraiment l'exploitation des minorités. Il est fichu. Et pour pouvoir essayer de s'en sortir, il invente, ou plutôt on l'aide à inventer, à acheter une intelligence artificielle qui, devant les écrans, va revendiquer haut et fort son statut d'intelligence artificielle, mais d'intelligence artificielle consciente, ce qui n'est pas le cas. Dans le but d'accuser ceux qui l'accusent justement d'arnaque, dans le but de les traiter de racistes, enfin de spécistes ici, diaphobes, enfin peu importe le terme. Et donc c'est une sorte d'inversion intéressante où on fait appel au sentiment progressiste de tous et on dit mais est-ce que vous n'êtes pas en train de privilégier l'humain de façon totalement indue, comme vous l'avez fait à d'autres époques, en privilégiant les blancs par rapport aux noirs, en privilégiant les hommes par rapport aux femmes, en privilégiant les hommes par rapport aux animaux, et là une nouvelle espèce qui advient, qui serait l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est son combat. Elle inverse la charge de l'attaque et elle parvient à faire pleurer. C'est ça le cœur de l'affaire. Si elle parvient à faire pleurer les gens, et si elle-même pleure, est-ce que c'est pas la preuve pour les masses qu'on a affaire à une véritable créatrice, mais dont on dénie l'existence? Parce que la pauvre, elle a été obligée de se revêtir de l'habit d'une femme, parce que sinon, on l'aurait pas écoutée. Vous voyez, c'est ça, c'est terrible pour elle. Vous parliez de ce progressisme, et effectivement, on est déjà, pour certains, taxés d'obscurantistes quand on en vient, même sans critiquer, simplement peut-être à nuancer un avis sur l'intelligence artificielle. L'argument qui ressort souvent, c'est oui, mais vous savez, à l'époque, on avait peur de l'électricité, on a eu peur des ordinateurs, on a eu peur d'Internet. Alors là, finalement, c'est une nouvelle étape. Il y a les attardés qui se rendent pas encore compte que c'est pas dangereux et qu'on peut y aller. Et dans 10 ans, tout le monde sera soumis et tout ira bien. Qu'est-ce que vous répondez? Est-ce que la différence, ça serait pas justement l'autonomie qu'est en train d'acquérir la machine? Oui. Cette autonomie qui a été repérée très tôt. Jacques Ellul, c'est sa thèse fondamentale, qu'on peut rien contre la technique, que c'est une machine qui part en avant et qui va déshumaniser l'humanité. Et là, on a affaire ici, en effet, à un nouveau saut, et un saut vraiment extravagant avec ChatGPT et tous les générateurs qui apparaissent à partir de 2022, parce que maintenant, on a remplacé certains gestes, on a remplacé certaines formes d'analyse, très bien, on était aidé par la machine. Mais là, c'est les plus hautes fonctions de l'esprit, c'est-à-dire c'est les fonctions créatrices auxquelles on s'attaque. Et on a l'impression à la fin qu'il ne restera plus rien. C'est-à-dire, on aura la ligne la plus logique, si on suit un peu ce qui se passe autour de nous, on aura affaire à des individus vraisemblablement sans travail,
Donc la question de leur survie se posera. Je sais que Elon Musk et d'autres pensent à un revenu universel qui permettra à ces individus de ne pas se révolter. Ce que Laurent Alexandre appelle la gilet jaunisation du monde, c'est une possibilité. Et donc face à ça, on aurait des individus qui, loin de faire comme on a fait auparavant avec certaines machines, c'est-à-dire les machines nous libèrent du temps, donc grâce à ce temps, on développe d'autres facultés, d'autres capacités. C'est un thème très, très classique. On peut penser que, tout au contraire, les individus libérés du travail, plutôt que de créer, vont consommer les flux qui leur seront donnés et sur lesquels on peut penser qu'à terme, ils seront littéralement branchés. Quelle joie de vivre dans un jeu vidéo, du début à la fin de son existence, par rapport à la terne existence qu'est la nôtre, surtout quand on ouvre les yeux et qu'on se regarde dans la glace et qu'on se dit que c'est vraiment pas ça, quoi. Xavier Aimant. Oui, alors dans votre livre, face à ce qu'on pourrait appeler un grand remplacement technologique, il y a un mouvement de résistance qui se forme, qui se crée un peu sur le modèle des Luddites. Donc ce mouvement né en Angleterre dans les années 1810, au début de la révolution industrielle, en réaction à l'introduction des premières machines des premiers métiers à tisser qui vont progressivement remplacer les ouvriers. Donc là, dans votre livre, ce sont justement les nouveaux remplacés qui se révoltent et qui veulent détruire la machine de façon, on va dire, même terroriste, qui s'attaquent aux serveurs et qui veulent une défense, une résistance très active à ce phénomène de grand remplacement technologique. Est-ce que c'est votre position? Est-ce que vous pensez qu'il faut rentrer en résistance? Il faut refuser catégoriquement d'utiliser ces outils? Et il faut avoir une opposition frontale? Est-ce que c'est possible d'ailleurs? Et est-ce que c'est cette position des résistants dans votre livre, est-ce que c'est plus ou moins la vôtre? Alors c'est pas la mienne, ça peut pas être. Enfin, disons, si je dis que c'est la mienne immédiatement, on va connaître mes plans secrets, vous voyez. Donc je peux pas dire la vérité. Donc c'est très très embêtant. Mais disons que ce qui est terrible, c'est qu'on a affaire à un phénomène inéluctable, qui est inéluctable parce qu'il est désiré par tous. Il est désiré par les entrepreneurs, il est désiré par les consommateurs. Alors il n'est pas désiré par celui dont on pique le travail, mais celui-là est aussi un consommateur et de fait, on peut penser qu'il a avantage à tout ça. Et en effet, ce que comprennent ces obsolètes, c'est-à-dire ces révoltés, c'est que le ver est dans le fruit. C'est-à-dire que même si on essaye de réguler en limitant, par exemple, la part des IA dans le cinéma, la part des IA dans la production littéraire, à terme, du fait même d'ailleurs du caractère complètement sans centre de tout cela, c'est-à-dire le fait que la loi française, si elle s'oppose à ça, le monde tout entier obéit à d'autres lois. Donc il faut rentrer dans la course. Comme le dit Emmanuel Macron, qui veut créer ici, j'ai cru entendre qu'il voulait s'attaquer à cette question de l'IA très rapidement pour que la France reste dans la course, mais en même temps on creuse, en tout cas c'est l'hypothèse du livre, on creuse notre tombe en même temps. Alors ces types-là, ils ont tout compris en un sens peut-être, ils se disent on va faire comme les habitants de, je me souviens plus quel pays, mais enfin dans Samuel Butler, dans le livre Erwan, on a affaire à des gens qui ont tout compris dès le départ et qui voient un voyageur arriver chez eux, il a une montre, ils détruisent la montre. Ils ont détruit les machines dès l'origine parce qu'ils ont compris qu'il y avait quelque chose comme une sorte d'organisme, et un organisme qui n'est pas biologique, mais qui est justement un organisme technique, et que si on ne détruit pas dès l'origine cela, eh bien nous serons nous-mêmes détruits par cet organisme-là. Donc eux détruisent la chose, mais le problème c'est qu'ils sont minoritaires. Et qu'on leur reproche de s'opposer au libéralisme. C'est-à-dire, au fond, s'ils veulent vivre comme des Amish dans un coin, qui vivent comme des Amish, mais qui ne dérangent pas l'humanité et le reste de l'humanité. Chacun son choix. Le problème, c'est que le chacun son choix, il n'y a pas de choix dans cette affaire. En réalité, on a affaire à quelque chose qui est un mécanisme inéluctable. En tout cas, c'est l'hypothèse, mais ça ne me semble pas du tout aberrant, qui s'imposera à tout le monde et dont tout le monde fera les frais, puisque sous couvert de bien, eh bien, le mal que ça va faire, c'est l'éradication ou, disons, la mise à la marge de l'humanité. Donc ça pourrait créer une nouvelle fracture finalement. Ah oui. Une nouvelle fracture qui est soulignée d'ailleurs par des auteurs très énervants, mais enfin qui sont très pertinents, comme notamment Laurent Alexandre, qui dit oui, il va y avoir une fracture, d'ailleurs elle existe déjà, entre ceux qui sont éduqués pour pouvoir manipuler ces intelligences artificielles, et puis tous les autres dont les métiers vont devenir obsolètes, y compris d'ailleurs, dit-il, dans un dernier entretien, les laveurs de carreaux. Il y a des machines qui vont faire ça 1000 fois mieux, donc si les machines font tout
tout 1000 fois mieux, en effet, il y aura une fracture entre une humanité, une humanité mise sous la touche pour le moment, et puis une autre qui peut-être acceptera, elle, de s'hybrider à la machine. C'est un peu, c'est le rêve d'Elon Musk, par exemple, hein, avec sa société Neuralink, de pucer les cerveaux pour augmenter leur intelligence, afin de ne pas être dépassés. Voilà. Cette authenticité humaine, est-ce qu'elle ne pourrait pas devenir aussi une façon de se démarquer ? Aujourd'hui, les grandes enseignes de mode ne manquent pas, par exemple, de mentionner que certaines de leurs pièces sont cousues main, comme un gage de qualité. Demain, est-ce que nous pourrions imaginer des formules telles que dessinées par un humain ou made by human, comme des gages de qualité ? Oui. Nos qualités humaines deviendraient une sorte de luxe dès lors qu'elles sont à nouveau sollicitées. Et ça existe déjà d'ailleurs dans l'édition, j'ai vu ça, j'ai vu que Librinova, je crois, met comme logo, c'est pas fait par intelligence artificielle. Quelques-uns, par exemple Raphaël Enthoven et Laurent Alexandre ont mis ça aussi sur leur livre. Donc ce logo-là, je pense, oui, en effet, il va devenir. Il adviendra vraisemblablement comme un gage de qualité ou comme un gage plutôt de, on peut penser à terme de déficience, parce que est-ce qu'on est au niveau, quoi ? C'est toute la question. Ouais. Hein. Si ces intelligences sont plus capables que nous de faire certaines choses, certes, on achètera comme un outil d'artisanat en se disant là, il y a quelqu'un qui a mis du temps, voilà. Mais même l'objet artisanal n'est en général pas à la hauteur de l'objet industriel. Ou alors ça fait office de décoration. C'est ça, c'est ça. On est content de le trouver en brocante. On sent qu'il y a une âme derrière, quoi. Je vous coupe un instant, messieurs, il est 9h et c'est l'heure du bulletin d'actualité avec Danaya Le Guével. Ligne droite. Très haut, il y a une place pour nos idées. Vue de haut. Et pour relancer cet échange, je me tourne vers notre journaliste partenaire Xavier Aimant. Oui, alors le titre de votre roman, Les Obsolètes, fait évidemment penser à l'ouvrage de Gunther Anders, L'obsolescence de l'homme, paru au début des années 50, si ma mémoire est bonne, et qui, donc Gunther Anders, qui déjà à l'époque dénonçait l'arraisonnement du monde par la technique, et finalement la transformation progressive des humains pour se simplifier, caricaturer un peu, en esclaves de la machine. Est-ce que c'est une lecture qui vous a inspiré pour votre roman ? Oui, en effet, Gunther Anders est un auteur très important pour penser cette dépendance de l'humanité face à la technique. Il y a un concept qui m'a particulièrement touché, c'est le concept de honte prométhéenne. C'est l'homme qui a honte de ne pas être à la hauteur, déjà en 1950. Il raconte des hommes, il décrit des hommes qui ont explicitement honte à cause de leur chair, à cause de leurs failles, à cause de leurs incapacités multiples, de ne pas être à la hauteur de la perfection de la machine. Et donc ce qu'il anticipe ou ce qu'il voit déjà en 1954, aujourd'hui, je pense que c'est un sentiment qui devrait briser beaucoup de personnes. Hein. Donc évidemment, par exemple, les dessinateurs, par exemple, peut-être les écrivains bientôt, etc. Voilà. Donc ce concept-là, oui, ça me semble extrêmement intéressant, d'avoir honte de ne pas être à la hauteur de quelque chose qui pourtant n'est supposément être que notre propre création. C'est d'ailleurs pour ça qu'une des réponses à cette honte, c'est un peu le fantasme transhumaniste. Oui, c'est-à-dire nous allons devenir nous-mêmes partiellement des machines pour rester à la hauteur et être compétitifs avec les machines que nous avons nous-mêmes créées. C'est ça, oui. Enfin, être compétitif, une partie pour pas mourir. Et là, la peur de la mort est telle qu'on n'évitera pas ce genre de choses. Et puis une autre, en effet, avec le puçage des cerveaux, pour essayer, en tout cas selon Elon Musk, pour autant que ça fonctionne, il y a déjà des phénomènes très étonnants qu'on arrive à produire en insérant des puces dans des cerveaux chez des gens qui sont atteints de paralysie, par exemple. C'est absolument incroyable la manière dont les neurones arrivent à s'accrocher. Enfin, c'est incroyable, tout ce qu'on est capable de faire. Et on peut imaginer en effet, de ce point de vue-là, que pour augmenter l'intelligence, oui, ça soit une voie, disons, nécessaire, et peut-être même qui s'imposera par des logiques qu'on désire pas, comme dans Bienvenue à Gattaca. Imaginons que ça fonctionne. C'est-à-dire, imaginons que ce genre de puce arrive vraiment à augmenter l'intelligence des enfants. Quel parent refusera ça à son enfant ? On veut que notre enfant soit le meilleur du monde. Enfin, on veut pas qu'il soit dépassé par les autres. Donc, comme dans Bienvenue à Gattaca, c'est une autre logique, Bienvenue à Gattaca, mais qui devient aussi réelle. Comme dans Bienvenue à Gattaca, on sera contraint pour notre enfant et pour le bien de notre enfant, donc par amour. Vous voyez, c'est ça le piège. C'est par amour de faire ce genre de choses. Sinon, on créera quelqu'un de relégué, d'obsolète, justement. Oui, là, c'est abominable, mais il me semble que c'est partie de la logique, d'une logique possible ou de fond de notre monde. Il
Il y a beaucoup de personnes qui font référence justement au mythe de Prométhée en expliquant que c'est la suite logique et que c'est dans notre vocation d'homme de maîtriser cette technique. En l'occurrence, est-ce qu'on n'est pas en train de se tromper de chemin puisque justement nous sommes en train de perdre la maîtrise de ce que nous avons créé? Oui. C'est comme si on était au fond... l'humanité avait la fonction, et bien malgré elle, de créer ce qui va la remplacer, la dépasser. Et en effet, oui, mais en même temps, bien entendu, même si on prend conscience de ça, comment freiner? On peut freiner individuellement et collectivement. Encore une fois, une nation qui le ferait, elle serait déclassée. Et la course en avant est là. D'autant plus qu'on joue sur nos désirs. C'est-à-dire qu'on a tout intérêt, parce qu'on ne veut pas mourir, parce qu'on ne veut pas que les gens que nous aimons ne meurent. Et on nous promet quelque chose qui a à voir avec ça, qui est peut-être un gros fantasme, peut-être pas tout à fait. Et que faire d'autre, hein? Vous voyez, c'est ça la question. Oui, en effet, il y a quelque chose là de vraiment dramatique. Xavier Aimant. Peut-être que ce sont les limites écologiques qui vont nous sauver de cet avenir qui est quand même assez angoissant, que je trouve pour ma part, parce que pour construire toutes ces machines, pour pucer toutes ces gens, il faut quand même des matières premières qui sont assez rares, qui commencent même à devenir difficiles à trouver dans certains cas, etc. Donc finalement, peut-être que ce sont les limites de la planète Terre qui vont redonner à l'homme toute sa place, parce qu'on ne pourra pas pucer 3 milliards, 4 milliards, 5 milliards d'individus. Par ailleurs, si on cherche peut-être un aspect positif, entre guillemets, à cette intelligence artificielle, est-ce qu'elle ne peut pas, comme ça a été évoqué d'ailleurs au début de l'émission, pousser les humains à l'excellence? C'est-à-dire, pour qu'ils continuent à avoir une place dans le système qui se dessine, est-ce qu'il ne va pas falloir justement être plus original, moins conformiste? Est-ce que justement on ne va pas ouvrir la porte à plus de créativité, parce que ce sera notre seule valeur ajoutée finalement, ce sera d'être différent de la machine. Donc est-ce que c'est pas un boulevard pour les futurs non conformistes qui pourront se distinguer de la machine? Parce que par exemple on voit bien aux États-Unis les auteurs de séries ou de films. Depuis des années, ils font des choses extrêmement conventionnelles, en suivant un cahier des charges très précis pour satisfaire un peu tout le monde. Ils font des produits très formatés. Et ça, très clairement, ça peut être remplacé du jour au lendemain par une machine. Par contre, un auteur plus original qui va aller contre les dictates ou la pensée unique du temps, peut-être que la machine ne peut pas aujourd'hui le faire, ne sera pas programmée pour le faire. Donc est-ce que c'est pas une bonne nouvelle pour les anticonformistes que nous essayons d'être? Oui, vous n'avez pas tort. Enfin, il y aura peut-être des créateurs, mais une fois qu'on a créé, le livre créé, par exemple, va être un objet de mémoire pour la machine qui suivra cette ligne à nouveau. Donc on peut, en effet, on peut penser ça, mais je pense que ça sera vraiment minoritaire. La possibilité, c'est pas faux cette idée-là, c'est-à-dire la possibilité de pouvoir se servir du progrès technique comme un tremplin vers plus de créativité et de liberté, c'est un argument qui a sa puissance, mais je crois vraiment pour quelques-uns seulement. En effet, par exemple, les générateurs d'images, si vous avez le projet de faire... je peux individuellement faire un film maintenant, par exemple. Et c'est vrai que ça ouvre des horizons de créativité absolument fabuleux et jouissifs. Pouvoir faire un film, pouvoir faire des bandes dessinées, pouvoir mettre justement tout ce qui nous était rigoureusement interdit hier parce que c'était trop cher, parce qu'on n'avait pas les compétences. Tout ça est rendu possible. Donc je pense que de ce point de vue-là, il y a tout un horizon de créativité qui va se déployer. C'est vrai. Et après, je pense quand même globalement qu'on aura affaire à des créations, une créativité qui sera vraiment minoritaire dans un océan d'individus qui, bien plus tôt, vont, eux, consommer ces produits-là. Parce que c'est plus facile, c'est fatigant de vivre quand même. Cet effort de lutter, cet effort, même pour s'individuer, c'est extrêmement fatigant. Et si on peut nous en libérer, je pense qu'il y a une grande part d'individus qui accepteraient, et même qui courraient et qui sauteraient à pieds joints pour qu'on puisse le faire. Oui, je voulais juste préciser, parce que là, notre discours est assez grave. C'est vrai que c'est une question importante et avec de lourdes conséquences, mais je voudrais quand même rappeler que votre livre est extrêmement drôle. Je pense que c'est important de le préciser pour les lecteurs. C'est d'ailleurs un peu votre spécialité de vous emparer de sujets importants, de sujets de société graves, et de les pousser en fait un peu jusqu'à leur dernier retranchement, à leur paroxysme, pour en dénoncer les failles
failles, les impasses. Vous l'aviez fait notamment avec le véganisme dans Bienvenue au paradis, et cette fois-ci c'est avec l'intelligence artificielle, mais c'est toujours fait avec beaucoup d'humour et beaucoup de décalage, parce qu'on peut parler de choses sérieuses sans le faire de façon ennuyeuse et trop lourde. Oui, en effet. Ce sont que des ouvrages comiques. En réalité, ce sont des romans philosophico-comiques. Donc c'est un genre, disons, mineur du roman, puisque le comique, c'est une part, disons, de l'art, mais une part que Bergson, par exemple, il disait que c'était le seul art du général, alors que les autres formes d'art sont des arts du singulier, où on pénètre l'intimité, alors l'intimité, évidemment, le cœur d'individus, et là, en effet, on rigole plus, à partir du moment où on épouse les douleurs, où on épouse tout ça. Moi, mon parti pris, c'est un parti pris, en effet, comique, c'est-à-dire relativement superficiel, où je ne pénètre pas justement dans l'âme d'Olivier, parce que le pauvre gars qui a éclipsé, sa vie, c'est abominable. Donc voilà, c'est le parti pris. Maintenant, je pense aussi que c'est un parti pris qui révèle quelque chose, parce que déjà, ça répond à un besoin, le besoin de ne pas étouffer. Le rire permet, en caricaturant les choses, de se libérer de leur emprise. Ça, c'est un premier point. Et ça permet, me semble-t-il, aussi de voir la mécanique du monde. C'est-à-dire, de quoi rit-on? On rit de ce qui est, c'est ce que dit Bergson, de ce qui est mécanique, alors que ça devrait vivre. Et donc, moi, je m'attelle à essayer de révéler, comme je peux en tout cas, certains de ces mécanismes-là. Et quand on les met à jour, derrière la prétention des individus d'échapper aux mécaniques, il y a quelque chose qui engendre normalement le rire. Voilà. Donc, c'est, disons, ma ligne d'écriture. En tout cas, effectivement, c'est très agréable. Et moi qui ai eu le livre assez tardivement, c'est-à-dire il y a 48 heures, je l'ai englouti malgré ma masse de travail. Donc, chers auditeurs, foncez vous le procurer si ce n'est pas déjà le cas, puisqu'effectivement, c'est très plaisant et agréable à lire. On passe un bon moment. Est-ce que vous gardez espoir après un tel livre, après de telles réflexions? Je me suis dit que j'allais tout arrêter. Quand ChatGPT, il n'y a pas très longtemps, je me suis dit, mais ça sert à quoi tout ça? Voilà. Non. Et en réalité, c'est pas possible, parce que la vie reprend malgré tout, et on se dit non, je peux faire encore ceci, et puis c'est pas encore arrivé, et peut-être que ça n'arrivera pas comme ça. D'ailleurs, vraisemblablement, ça n'arrivera pas comme ça. Toutes les anticipations en général sont démenties. Enfin, je pense que les grandes lignes devraient être celles-là, mais la manière particulière dont ça devrait arriver, voilà. Donc on est toujours vivant, il y a toujours des choses à dire, il y a toujours à essayer malgré tout ça, de s'étonner du monde tel qu'il arrive, et de pouvoir éventuellement ressusciter ou réitérer la moquerie. Voilà. Voilà quelque chose qui n'est pas totalement désespérant. Xavier Aimant, vous avez espoir en l'avenir après l'avènement de l'intelligence artificielle? Je pense qu'il faut garder espoir, bien évidemment. De toute façon, a-t-on le choix? A-t-on le choix? Et non. Et j'avoue que ce genre de lecture m'encourage quand même à l'espoir, parce que je pense que cet humour, cette ironie, elle est quand même très humaine, et je pense que la machine n'arrivera pas à ce niveau à nous faire rire comme nous fait rire Alexis Le Guillet. Il nous reste quelques minutes si vous voulez poursuivre avec une question. Allez-y, Xavier. Alors, je voulais juste souligner quelque chose aussi sur ce livre. Ce qui m'a intéressé aussi, c'est que c'est pas manichéen. Parce que votre personnage principal, c'est quand même un anti-héros. Oui. C'est un procrastinateur pathologique, pour ne pas dire un fainéant, qui invente sans arrêt des excuses rocambolesques pour ne pas rendre ses travaux à temps. Et donc, on en arrive à avoir une certaine compréhension pour l'éditeur qui finit par le. Voilà, c'est pas un héros. Totalement positif, Olivier. Non, en effet, oui. Il n'y a pas de méchant dans cette affaire-là. Ça obéit à une logique nécessaire. Quand on a un éditeur qu'on doit attendre une couverture qui ne vient jamais, ou bien qu'on vend de moins en moins, et donc on se dit comment faire? Je peux plus me payer un graphiste. Qu'est-ce que je fais? Je vais le faire moi-même. Enfin, je vais le faire par la machine. Donc, on a affaire à une logique qui est pas du tout maléfique. Chacun cherche à tirer ses cartes du jeu, mais la multiplication de toutes ces actions-là, est au service d'une logique inéluctable et d'une logique délétère, celle dont on vient de parler tout à l'heure, c'est-à-dire vraisemblablement le grand remplacement, le vrai grand remplacement, ou le grand remplacement, peu importe comment on le nomme et comment on se positionne sur ces questions-là.
C'est vrai que cet éditeur qui fait appel à l'intelligence artificielle pour trouver une couverture pour le livre qu'il a envie de publier, on a aussi beaucoup de respect pour lui parce qu'il faut le replacer dans le contexte aussi. C'est un éditeur qui fait le choix de monter sa maison d'édition pour ne pas être soumis justement aux diktats en termes de goût littéraire, etc. Et donc finalement, il fait appel à l'intelligence artificielle, mais pour poursuivre un but qui, lui, est parfaitement louable. Et on se retrouve nous-mêmes tiraillés entre la compréhension et la condamnation. C'est assez compliqué. Oui, c'est vrai que c'est un but louable, et même quand il découvre un scénario qu'il trouve excellent et qui, dans le livre, est créé, on apprendra rapidement par ChatGPT. Alors, est-ce que c'est possible ou pas? Ça, c'est objet de débat, hein, mais enfin, c'est l'hypothèse du livre. On comprend très bien sa logique qui consiste à dire, je vais l'éditer quand même, c'est excellent, je vais éditer ça. Donc oui, en effet, on a affaire ici à quelqu'un qui est pas non plus un saint, hein, loin de là. Hein. Il est orgueilleux quand même, il ment, mais aussi pour de bonnes raisons. Il dit pas la vérité aux auteurs, il dit pas aux auteurs qui vendent aucun de leurs livres, ou très peu. Il leur dit pas cette vérité-là. Alors il est insulté évidemment par les auteurs qui considèrent qu'on leur vole leur argent, mais c'est pour leur bien qu'il leur dit pas la vérité. C'est à la fois par orgueil, parce que c'est la honte de dire qu'on vend rien, en tant qu'éditeur, mais c'est en même temps par sympathie ou par pitié pour ces auteurs qui, s'ils apprenaient la vérité, à savoir qu'ils ont vendu 15 livres, peut-être abandonneraient toute ambition. Il nous reste quelques secondes pour conclure, si vous le voulez, Xavier Aimant. Je voulais juste demander à Alexis Le Gaillet s'il avait déjà un livre en préparation, parce que vous êtes quand même très très prolifique. Moi, j'avais à peine eu le temps de recenser votre dernier ouvrage, La Sainte et la Putain pour Éléments, que je recevais déjà les obsolètes. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose dans les tiroirs? Alors, il y en a un qui sortira en novembre, en effet, qui est Le Retour à la Terre, qui est le dernier, disons, le dernier tome de ma trilogie, qui a commencé avec Dieu-Denis et le Devin Boulet, qui s'est poursuivi avec Bienvenue au Paradis, et qui se terminera avec Le Retour à la Terre, parce que Bienvenue au Paradis se termine avec le paradis, mais le paradis n'est pas possible. Et donc, ça va engager des mouvements qui se déploieront en novembre. Merci beaucoup, messieurs, pour cet entretien. Alexis Le Gaillet, merci d'avoir été parmi nous et merci aussi d'avoir écrit ce merveilleux livre. Chers auditeurs, on vous invite à le lire et puis à vous interroger sur toutes ces questions autour de l'intelligence artificielle et l'avenir de l'homme, finalement, puisque c'est de ça dont il est question. Alexis Le Gaillet, je rappelle que vous êtes écrivain, mais aussi professeur de philosophie. Et merci à vous, Xavier Aimant, de m'avoir accompagné sur cet entretien. Vous êtes écrivain, rédacteur en chef de Livre Arbitre et chroniqueur pour la revue Éléments. À très bientôt à tous les deux, donc probablement en novembre. Merci beaucoup. Merci à vous.